Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au square des Saint-Simoniens dans le 20e arrondissement pour comprendre comment une fourmi peut vivre en ville. Il nous explique tout, Basile Finant. Bonjour Basile. Bonjour à tous. Je m'appelle Basile Finant, je suis doctorant à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, sous la tutelle de Sorbonne Université. Et je suis ici dans ce square pour étudier l'adaptation des fourmis aux changements environnementaux et plus particulièrement à la fragmentation de l'habitat. En fait ici nous avons réparti 12 points d'échantillonnage dans le parc pour récupérer les fourmis. Et l'objectif c'est d'étudier comment elles s'adaptent à la ville et notamment en ville leur habitat est beaucoup plus fractionné, beaucoup plus fragmenté. Donc j'imagine que ce n'est pas le seul espace vert dans lequel vous faites cet échantillonnage. On fait un échantillonnage sur plus de 30 espaces verts dans la ville de Paris. Paris. Sur combien de temps? Sur 2 mois à peu près. Donc on a commencé début mai et on finit juillet à peu près, donc même 3 mois à peu près. Et on a choisi une trentaine de parcs dans Paris. Et l'objectif, c'est de comprendre comment elles s'adaptent au fait que leur espace a été réduit par rapport à leur espace naturel. Parce que l'année dernière, on a échantillonné une trentaine de forêts en Île-de-France. Et là, on veut voir si elles ont des caractéristiques différentes en ville. Et on a choisi 30 parcs de tailles différentes. Donc une dizaine de parcs très grands. Comme le parc des Buttes-Chaumont, le parc André Citroën, le Jardin des Plantes également, donc une dizaine de grands parcs parisiens. On en a 10 de taille moyenne, donc ce qui correspond au parc qui est ici. Et on a 10 vraiment tout petits squares, donc souvent qui sont notamment devant les églises par exemple, donc des petits squares d'une centaine, 300, 400 mètres carrés. Tout petit. À peu près, voilà, tout petit. Et ici, oui. Quel est le but? Quel est l'objectif? L'objectif, chez les fourmis, une des caractéristiques principales chez les fourmis, c'est qu'elles vivent en groupe, qu'il y a une division du travail. Dans les colonies de fourmis, on a que des femelles. On a les ouvrières qui s'occupent de la maintenance et de la croissance des colonies et les reines qui s'occupent uniquement de la reproduction. Et une fois que les reines se sont reproduites, elles vont quitter leur nid natal pour aller fonder une nouvelle colonie. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement quand elles vont partir de la colonie. Parce que chez les fourmis, il y a 2 types de stratégies pour ce qu'on appelle disperser. Donc 2 types de stratégies. Soit les reines, elles ont des ailes, c'est des reines ailées. C'est notamment en été, on les voit, c'est celles qui volent dans les parcs parisiens et même à la campagne. Quand on dit que c'est des fourmis ailées, c'est des mâles et des femelles qui viennent de s'accoupler. Et les mâles meurent tout de suite après l'accouplement. Et les femelles vont chercher un endroit pour fonder leur colonie. Les stratégies, soit les reines sont ailées et vont pouvoir avoir une longue distance de dispersion parce que elles ont des ailes et elles dispersent par le vol. Soit les reines sont aptères, elles n'ont pas d'ailes du tout et du coup elles vont disperser à pied et elles vont avoir une beaucoup plus courte distance de dispersion et elles vont disperser avec un groupe d'ouvrières, ce que ne fait pas les reines qui ont des ailes. Et là, l'objectif, c'est de comprendre quelle stratégie on va trouver dans les parcs parisiens par rapport aux forêts en Île-de-France. Et déjà, des résultats un peu préliminaires qu'on a, c'est qu'en forêt de l'Île-de-France, on n'a que des rennes ailées. Donc ça, c'est sûrement lié au fait, on n'a presque que des rennes ailées, pardon. On a trouvé quelques rennes non ailées, mais très très peu. Et ça, c'est sûrement dû au fait que vu qu'on a des grandes forêts, il n'y a pas vraiment de coût à disperser très loin. Alors qu'on s'attend que dans les parcs parisiens, étant donné que c'est plutôt des petits espaces, on s'attend à ce que les rennes soient plutôt pas ailées, car il y a un fort risque, si elles s'envolent, à tomber dans des endroits bétonnés où elles ne vont pas pouvoir fonder de nouvelles colonies et qu'elles risquent de mourir. Donc on s'attend à ce qu'on ait plus des rennes qui n'ont pas d'ailes. Mais on verra les résultats. Exactement, on verra. C'est notre prédiction, je dirais. Après, d'un autre côté, il y a un peu une prédiction qui peut être faite inverse, c'est qu'étant donné que c'est un ensemble de petits squares, peut-être qu'on va avoir aussi beaucoup de rennes ailées, parce qu'il faut pouvoir passer peut-être d'un square à un autre. Et dans ce cas-là, d'avoir des ailes plutôt que d'être à pied, ça peut être un avantage important. Voilà les 2 principales hypothèses. Et dans ce square et dans les 30 squares, l'objectif c'est de trouver notre espèce de fourmi. Parce que oui, effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on travaille sur une espèce de fourmi très particulière. Et je crois que tu nous as mis une colonie j'ai amené une pour colonie. nous montrer.
L'intérêt de notre fourmi, c'est qu'elle présente les deux stratégies chez la même espèce. Donc là, vous avez une colonie, donc c'est des colonies qui sont assez petites, une centaine d'ouvrières à peu près, par rapport aux fourmis qui peuvent avoir, il y a des espèces qui peuvent avoir des milliers d'ouvrières. Donc là, voilà une toute petite colonie qu'on a récupérée l'année dernière dans les forêts d'Île-de-France. Donc cette espèce, en fait, elle vit dans la litière, ou alors sous les mousses, sous les pierres, ou alors directement dans la litière dans le sol. Et donc elle a l'intérêt d'avoir les deux stratégies de dispersion au sein de la même espèce, alors que normalement chez les fourmis, c'est soit elles font que des reines ailées, soit elles font que des reines qui n'ont pas d'ailes. Donc là, l'intérêt de celle-ci, pourquoi on se concentre sur celle-ci, c'est qu'elle a les deux stratégies et donc on va pouvoir voir un petit peu quelle stratégie va être favorisée dans les espaces verts parisiens. D'où vient cette passion pour les fourmis? D'où vient la passion pour les fourmis? Alors la passion, elle est un peu venue petit à petit. J'avais un semestre de libre en licence 2 et j'ai fait un stage à Lyon dans un laboratoire d'écologie avec Bernard Kaufmann qui travaille sur les fourmis. Donc j'ai commencé à travailler sur les fourmis là-bas. Puis je me suis fait offrir pour Noël une colonie de fourmis que j'avais chez moi et que j'ai toujours, que mes parents, mon père notamment, s'occupe chez eux. Et donc petit à petit, je me suis beaucoup intéressé aux fourmis. J'ai fait après mon stage de Master 1 au Muséum national d'histoire naturelle avec Claudie Dooms sur des problématiques de sexualité chez les fourmis. Et j'ai eu la possibilité de passer le concours pour faire une thèse à Sorbonne Université, donc à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Et donc voilà, me voilà arrivé. Une passion d'enfant. Oui, une passion d'adolescent. D'adolescent, je dirais. Même si j'ai toujours été intéressé quand même par la nature, etc. Depuis tout petit. Donc, Transquare parisien, comment ça se passe dans un square? Donc comment ça se passe? Donc on arrive dans le square, d'abord, on regarde un petit peu parce qu'on ne les connaît pas particulièrement, donc on cherche un peu les endroits où on a un habitat favorable. Donc pour nous, l'habitat favorable, ce n'est pas les pelouses, ce n'est pas le goudron ou ce n'est pas le sable, c'est vraiment dans les bosquets, les endroits où on a vraiment de la litière, donc des feuilles mortes. On peut avoir soit de la litière un peu naturelle, donc plutôt des feuilles mortes, ou alors de la terre un petit peu nue, sans rien dessus, ou alors des sols un peu plus artificiels qui sont utilisés par les jardiniers, qui sont notamment du bois, des petits bouts de bois reconstitués. Donc on cherche ces endroits dans les parcs et les squares, et donc on pose nos 12 points d'échantillonnage. Donc les points d'échantillonnage, en fait, je vais vous montrer plus tard. On va effectivement. On va vous montrer. Mais donc voilà, on arrive dans le square, donc là on est 3 aujourd'hui. Et donc on cherche ces points, ces habitats pour faire nos carrés de 1 mètre carré. J'imagine que vous recherchez les mêmes habitats dans tous les squares. Oui. Alors après, de toute façon, dans les espaces parisiens, d'espaces verts parisiens, on a tout le temps un petit peu le même type de toute façon de substrat et d'habitat. Oui, mais on cherche toujours le même coin, donc typiquement ce genre de coin où on a des buissons, où on a un petit peu de litière. Alors il se trouve souvent au bord des squares, notamment dans les tout petits squares, c'est souvent en périphérie de ceux-ci qu'on a les habitats qui nous intéressent. Oui, on est entouré d'immeubles. Oui, mais en tous les cas, pour l'instant, on trouve pas mal donc, nos fourmis. Là, on a fait à peu près une grosse dizaine, on doit être à 12-13 parcs, 12-13 parcs à peu près déjà effectués. Voilà, et donc on fait chaque semaine 3 parcs par semaine. Je vous expliquerai pourquoi 3 tout à l'heure. Et il faut qu'il fasse beau par contre, parce que qu'il ne pleuve pas en tout cas, parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu gris. Mais heureusement, le rendez-vous n'était pas hier. Oui. Parce que notre technique d'échantillonnage repose sur le fait qu'il faut qu'il y ait des ouvrières qui fourragent, donc c'est-à-dire qui cherchent de la nourriture. Et elles fourragent uniquement quand il pleut pas ou quand il fait quand même assez beau et plutôt. Oui, et là, les fourmis à de mauvais temps, ils ont tendance à rester. Oui, quand il pleut, oui, effectivement, elles ont tendance à rester chez elles. Exactement. Donc voilà. On arrive sur notre espace qu'on avait identifié avant. Donc on a Céline qui est donc assistante ingénieure au CNRS dans mon laboratoire. Donc là on a typiquement un substrat constitué de bois reconstitué, donc
voilà, du bois. Et donc voilà. Céline, Qu'est-ce qu'est en train de faire Céline? voilà, Céline donc, est en train de poser un cadras de 1 mètre par 1 mètre, donc qui délimite la zone où on va échantillonner. Donc elle pose, c'est des piquets voilà, de tente, même si vous voulez savoir exactement. Donc ça fait à peu près donc, 1 mètre par 1 mètre. C'est une ficelle. Oui, oui, c'est très... c'est fait voilà, avec les moyens que... Très artisanal. C'est artisanal. Il n'y a pas besoin des gros non, moyens. exactement, il n'y a pas besoin d'avoir de gros moyens. Et donc Bonjour là, Céline. Et donc là, Céline récupère donc toute la litière d'abord. Donc elle le met dans un tamis Donc la litière, Donc, c'est la partie superficielle. du sol. Exactement. Donc c'est la partie superficielle du sol. Donc comme vous voyez, donc elle récupère, elle le met donc dans un tamis à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a une grille, À maille large. Voilà, à maille à peu près 1 cm par 1 cm, donc pour essayer de récupérer un maximum d'organismes. Voilà, parce que là, vous ne récupérez pas que les fourmis. Non, on récupère tous les organismes du sol. Parce que là, je vous ai parlé que la principale problématique, c'est vraiment d'étudier l'adaptation des fourmis à la fragmentation. Mais on s'intéresse aussi à tout l'environnement autour des fourmis et notamment la quantité de proies, la quantité de prédateurs qui est dans le milieu et est-ce que ça va influencer la présence de notre espèce et la stratégie de notre espèce. Donc notamment notre espèce elle mange des acariens et donc avec cette méthode on récupère aussi tous les acariens qui sont dans... Donc la présence des acariens, ça reste le seul adapté oui. à leur stratégie. Parce qu'il y a leur nourriture. Exactement. Et donc là, comme vous avez vu après, donc, elle a tamisé donc, la litière. Si tu peux lever un tout petit peu, voilà. Pour qu'en fait, donc, elle tamise, le tamis est ici. Et donc tous les organismes et de la terre, bien évidemment, tout ce qui fait, qui est inférieur à 1 cm, tombe donc dans le sac qui est fermé ici. Est-ce qu'on arrive à voir voilà. On arrive à voir un peu la lésière qui est quand même très large. Donc ce qui a été retenu, c'est donc les gros bouts de bois, les branches, etc. Et donc une fois qu'elle aura tamisé l'ensemble du cadras, donc là ensuite avec la pelle, elle va racler un petit peu la couche supérieure du sol. Voilà, jusqu'à quelle profondeur? Franchement, c'est un demi-centimètre, quelque chose comme ça. C'est vraiment pour récupérer les organismes qui sont à l'interface entre la litière et le sol dur, je dirais. Donc elle va tamiser, donc elle va faire le mètre carré en entier. Mm-hmm. Et ensuite, donc, elle le met dans un sac poubelle. Je peux vous montrer. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on a récupéré sur un autre cadras. Donc c'est la litière qu'on a récupérée sur un autre point d'échantillonnage. Chaque point a son sac. Ah, voilà. Chaque point a son sac parce que comme vous pouvez l'imaginer comme je vous l'ai expliqué un peu, c'est qu'on a différents types de sols, notamment dans les parcs. Et donc nous, il nous intéresse de savoir qu'avec ce sol, on va trouver telle quantité de fourmis et d'autres organismes, tel type de stratégie. Donc il faut bien que chaque point soit individuel pour pouvoir après traiter les données. Ce qu'on fait aussi, c'est une photo de l'ouverture végétale. Donc en posant donc, juste notre appareil photo, donc au milieu, on prend une photo du aérienne, la canopée. La canopée. La canopée. J'ai par exemple des photos. Est-ce que vous les répertoriez du point de vue GPS? Oui, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc en gros, c'est la canopée d'un autre point d'échantillonnage. Qu'est-ce qu'elle voit une fourmi quand on regarde le ciel, quoi? Voilà, c'est pour un peu voir quelle quantité de rayons de solaire notamment passent. Oui, donc l'ensoleillement, la chaleur. Voilà, exactement. Et donc, on prend bien sûr tous les points GPS de... Voilà, on fait un point de GPS par rapport au jardin. Donc voilà. On prend, les 12 points sont répertoriés donc, avec un GPS. Donc on regarde le type de sol, on regarde aussi alors avec des données que la ville de... Donc parce que je suis en convention avec la ville de Paris qui nous autorise donc à venir échantillonner dans les parcs parisiens. Et donc il y a des données libres sur les sites de la ville de Paris et notamment la quantité d'arbres dans le parc. Donc ça on le récupère sur internet. Quelle autre donnée on prend? On prend la météo aussi parce que comme je vous l'ai expliqué, plus il va faire chaud, plus les fourmis vont être actives. Donc il est possible qu'on trouve du coup plus de fourmis dans la litière lorsque la chaleur. Donc au moins quand on aura des données, on pourra corriger un petit peu par la météo. On prend la température du sol et la température ambiante. La température de chaque cadras? Non. Dans la journée. De toute façon, ça ne change pas. Pour on le passe sol, à peu près, même pour le sol, non, on prend qu'une seule température. On passe à peu près 2 heures dans les parcs, donc ça va, quoi. Généralement le matin, si j'ai bien compris? Oui, on arrive généralement à 10 heures. Parce que donc, une fois qu'on a nos sacs poubelles, il y a un travail à faire au laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on vient le matin. Et donc après au laboratoire, donc, on arrive avec nos sacs poubelles. Donc, et on ce qui est en train de
sélectionné Céline Et donc, et mis dans un sac, le sac poubelle qui est là. Hein, voilà. pour ceux qui nous rejoignent. Et donc les sacs sont suspendus, regardez, parfait. Ils sont suspendus comme ça au laboratoire. On n'avait même pas Oui, testé. on n'avait même pas fait exprès. Donc ça, on en a 12, donc un par point d'échantillonnage dans le laboratoire. Donc ça s'appelle des extracteurs de Winkler. Donc on en a 12. Ah, donc on change de sac à chaque fois. Notre sac, on les met dans ces filets grillagés qui sont des mailles, qui ont des mailles un peu plus fines, la moitié à peu près plus fine. Voilà. Hein. Voilà. Et donc en fait, on met à l'intérieur donc tous les contenus du sac là-dedans, donc toute la litière et les organismes, on les met à l'intérieur. Et ensuite, ceux-là, on les suspend donc dans nos extracteurs. On les accroche. On les accroche. On met un récipient en dessous de l'extracteur. Donc un récipient qu'on met ici. On ferme notre sac pour pas que les organismes puissent s'enfuir, s'envoler, parce que oui, effectivement, on a aussi des organismes qui peuvent voler, mais même des araignées qui pourraient partir, par exemple. Donc on ferme notre sac en haut. Et vous faites ça au laboratoire, on est Oui, bien on d'accord. fait tout ça en laboratoire. Et on laisse sécher en fait la litière à l'intérieur pendant 48 heures. Est-ce qu'il y a une température dans la pièce spécifique? C'est à peu près contrôlé, ça doit être 22, quelque chose comme ça. C'est à température ambiante. Donc on laisse la litière pendant 48 heures pour que celle-ci sèche. Et en fait, les organismes vont aller chercher un peu l'humidité, ou en tout cas fuir la sécheresse. Et donc, si on imagine, ils vont du coup sortir du sac. Par les trous. Par les trous, tout simplement. Ils vont tomber dans notre extracteur, ils vont tomber dans le récipient qu'on met au bout. Et donc après, ça je dirais c'est la partie la plus facile du travail. C'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence à se compliquer. C'est que, notamment c'est Céline qui a fait une bonne partie du travail pour l'instant, c'est qu'après il faut trier tous ces échantillons qu'on a dans notre bocal parce qu'il y a de la terre qui tombe aussi. Donc on n'a pas que les organismes, étant donné qu'ils bougent à l'intérieur, il y a de la terre qui tombe aussi. On a tous les organismes et donc maintenant il faut enlever un par un les organismes, en sachant que dans 1 mètre carré, il peut y avoir jusqu'à 3000 organismes. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'enlever un par un les organismes sous la loupe binoculaire. Donc c'est une loupe parce qu'un acarien c'est tout petit, hein, donc à l'œil nu on n'arriverait pas à tous les enlever. Donc on le fait sous loupe binoculaire, petit à petit. Donc on les enlève un par un et on les trie. Donc on met les fourmis de côté parce que c'est les organismes qui nous intéressent le plus. On met les acariens de côté parce qu'on considère que c'est la nourriture de notre espèce de fourmi, donc on les met de côté. On met les gros organismes d'un autre côté parce qu'on considère que ça peut être leur prédateur, donc tout ce qui est araignée par exemple, ou ce genre d'organismes. Et tous les autres, on les garde parce qu'on pourra probablement revenir dessus, donc on les garde aussi avec nous. Mais donc ça, ce gros travail de tri, on ne l'a toujours pas fini pour les 24 forêts qu'on a fait en Île-de-France l'année dernière. Et pour l'instant, on n'a fait que 2 cadras sur 12 sur les 24. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de travail que c'est. On a extrait toutes les fourmis de tous les cadras parce que c'est ce qui nous intéressait, mais on n'a fait que 2 cadras en termes d'acariens et de tous les autres organismes parce que ça prend énormément de temps. Et donc on n'a toujours pas fini le travail de l'année dernière et il va encore falloir faire le travail faire le tri pour les parcs qu'on fait aujourd'hui, en ce moment. Et on va changer peut-être un petit peu de méthode, c'est que là on triait tous les organismes de l'ensemble de la litière qu'on avait récupéré. Alors que là il est probable qu'on fasse que 1/10, on est en train de faire des tests en laboratoire, de récupérer que 1/10, donc de sous-échantillonner notre litière pour trier qu'1/10, ce qui nous ferait aller 10 fois plus vite. Et pour avoir une estimation, pour l'instant c'est très, ça marche bien quoi. Donc 10 cm par 10 cm. Oui, en fait vu qu'on a tout dans notre pot, on récupère qu'1/10 de ce qu'il y a dans notre pot. Et on trie à la main ça. Et a priori, ça marche bien. On a bien une relation entre le nombre d'acariens total et le nombre qu'on a dans nos 1/10. Donc, on va sûrement partir là-dessus pour que ça soit un petit peu plus rapide. Parce qu'une thèse, c'est 3 ans. Et du coup, il faut que je suis en 2e année. Donc, il n'y a plus qu'un an. Dans un an et demi, il faut que ça soit fini. Donc, voilà. Sachant que de toute façon, l'échantillonnage se fera toujours sur 1 mètre carré. Oui, parce qu'on s'intéresse à la quantité de fourmis sur le mètre carré. Et Céline, après, bien sûr, pour éviter pour essayer de laisser le moins de traces de notre passage, on remet la litière en place pour que on ne voit pas notre passage et pour que les organismes qui vont revenir coloniser ce mètre carré puissent le faire correctement. Voilà pour le protocole qu'on fait dans les parcs parisiens.
Et comment ça se passe? C'est Quelle est la réaction des gens quand ils vous voient? On est souvent, on est très bien accueillis la plupart du temps. Déjà par les jardiniers, généralement ils sont même très souvent intéressés parce que c'est souvent des personnes qui s'intéressent un petit peu à la nature. Et donc du coup, de savoir qu'on étudie les fourmis, ça les intéresse. Et il y en a plusieurs qui ont pris mon adresse mail et puis on leur transmettra les résultats de notre étude. Ah ben, moi aussi, je veux la recevoir pour les transmettre à les gens qui nous regardent. Bien sûr. Je vous transmettrai tout ça. Et après, par les personnes qui se baladent dans le parc, on est souvent aussi, enfin on est même tout le temps très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Très souvent, ils sont curieux. Voilà, c'est ça, ils sont très curieux. Souvent vers Céline, alors je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien poser des questions à Céline. Ils nous demandent ce qu'on fait, donc on leur explique et voilà, souvent ils sont très curieux. On a des petites réactions des fois où les gens se demandent un petit peu s'il y a vraiment beaucoup de fourmis dans les espaces verts à Paris, mais donc oui, on a de la biodiversité. Est-ce qu'on peut comparer les colonies de fourmis aux abeilles? Alors dans leur fonctionnement, oui, c'est le même fonctionnement avec une reine, des ouvrières, oui, c'est à peu près pareil. Sauf que là, pour les stratégies de dispersion, c'est que de la dispersion avec des reines ailées, mais sur plusieurs points, effectivement. Pour les abeilles sociales, effectivement, ça peut se comparer avec les fourmis, oui. Donc à notre prochaine étape? Prochaine étape pour aujourd'hui ou... Non, prochaine étape, c'est de faire les 15 parcs qui nous restent pendant... Donc vous en êtes à la moitié là? Oui, on en est à peu près à la moitié. Et donc tu me disais que vous n'en faisiez que 3 fois par semaine? Oui, donc 3 fois par semaine parce que il faut que ça reste 48 heures à sécher. Et donc vu qu'on on en a 12 et c'est suffisant d'extracteurs, donc du coup on peut le faire 15 jours sur 2. Donc on le fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc voilà, il y a 12 sacs, 12 extracteurs et 12 contenants. Oui, exactement. Qui sont nettoyés, surtout les extracteurs, pour qu'il n'y ait pas de résidus la collecte précédente. Les sacs poubelles, on les réutilise aussi entre les sites quand même. Donc on les enlève, on enlève ce qu'il y avait dedans, on rebouche les trous des fois quand il y en a avec du scotch pour éviter de surconsommer des sacs poubelles. L'économie circule. Exactement. Et voilà, donc oui, après il y a un travail au laboratoire de refaire, de préparer le parc d'après, une fois qu'on est arrivé, de refaire tous les sacs, etc. quoi. Voilà. Merci Basile. Je vous en prie. Je te souhaite une bonne continuation pour la journée. Merci. Pour les parcs qui restent. Oui. Pour l'étude. Tu nous enverras les résultats qui seront partagés avec notre audience. Je te remercie d'abord pour ta disponibilité. Je te souhaite une bonne fin de journée et je souhaite une bonne fin de journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci, au revoir. Bonne journée.